Nouveau numéro de Réal Politique sur Al24 News. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous retrouver pour parler encore de Réal Politique, de relations internationales autour d'un nouveau thème qu'on va développer dans un instant avec professeur Mohamed Barkouk. Restez avec nous. Professeur Mohamed Barkouk, bonsoir. Bonsoir madame. On a choisi d'évoquer avec vous les transformations actuelles sur lesquelles pratiquement tous les observateurs, tous les spécialistes s'entendent. On parlera de ces transformations qui touchent l'ordre mondial avec l'émergence de ce que vous appelez le Sud global. D'abord, qu'entendez-vous par le Sud global? Qui sont les pays qui le forment? Le Global South, le Sud global, ce n'est pas mon concept, c'est un concept qui a été développé pendant les débuts des années 70 dans le cadre de ce qu'on appelle le WOMP, World Order Model Project, autour d'une nouvelle lecture des relations internationales. Aujourd'hui, c'est un concept qui est utilisé notamment après 2008 par un certain nombre de géopoliticiens pour parler essentiellement des pays qui ne sont pas classés comme étant occidentaux sur les plans stratégiques et sur le plan des modèles économiques et politiques. Aujourd'hui, le nombre n'est pas défini, mais on peut dire que ce groupe, qui n'est pas homogène, qui est hétérogène, est composé d'au moins 120 pays. Donc les pays qui sont dans ce qu'on appelle les mouvements non-alignés, donc c'est l'Amérique latine, c'est l'Afrique, c'est l'Asie du Sud-Est, mais aussi un certain nombre de pays de l'Europe oui. de l'Est. Le Global South, le Sud global, c'est aussi cette volonté de reprendre l'initiative en matière de justice économique mondiale, de refondre des relations internationales autour aussi d'un certain concept d'équilibre, du vivre ensemble, de la coexistence, mais surtout une certaine volonté de s'émanciper par rapport au giron occidental qui a pratiqué pendant des décennies, plutôt des centenaires, en moins pendant 5 siècles, du colonialisme, de la domination et surtout cette volonté d'imposer d'une manière hégémonique à la fois les normes occidentales et les modèles occidentaux, soit sur le plan de l'organisation économique, sociale et politique. Donc, si je comprends bien, professeur, cette notion du Sud global n'est pas liée à la situation géographique, mais à une vision commune, à une approche nouvelle que ces pays qui composent donc le Sud global veulent concrétiser. C'est une conscience collective, déjà. C'est cette conscience par rapport à leur rôle dans les relations internationales, un rôle de dépendant pendant plusieurs décades, mais aussi cette conscience par rapport au besoin de changer les règles gérant les relations internationales, mais aussi d'engager l'ordre mondial dans de nouvelles réformes capables de créer les conditions pour plus d'apport de cette communauté à leur développement, mais aussi par rapport au refus, au rejet de règles antérieures à ces mutations, c'est-à-dire la domination, ce système qui a été développé sur le plan intellectuel, disons centre et périphérie, qui a été développé pendant longtemps pour dire que c'est le centre qui gère le monde, donc c'est l'argent, c'est la puissance, aux dépens des pays moins nantis, donc nos pays. Et deuxièmement, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que le monde change, oui. Et les aspirations des peuples sont en train de changer. On le voit en Afrique par rapport à un certain nombre de pays et un certain nombre de peuples africains qui rejettent ce joug colonial ou cette approche néocoloniale. On l'a vu au Mali, on le voit un peu partout en Afrique. C'est pour dire que ces pays ont ces aspirations, non pas seulement de développement, mais aussi d'émancipation, notamment sur le plan politique. D'un autre côté, on a vu depuis très longtemps le début du rejet des normes mondiales, des normes occidentales, à partir des années 90 en Asie, par le développement de ce qu'ils appelaient Asian Values, les valeurs asiatiques. C'est des parallèles aux valeurs occidentales pour dire que chaque État a cette liberté de développer ses propres normes, son propre modèle, son propre système, tout en restant attaché au principe de droit international, dont le principe de la souveraineté des États. Alors, j'aimerais savoir, est-ce qu'il existe une cohérence au sein, sur le plan politique, entre ces pays qui souhaitent justement promouvoir ces nouvelles idées? Comme je disais, c'est un groupe, c'est pas un bloc, c'est un groupe hétérogène,
Ce qui lie ces pays, c'est essentiellement trois choses. C'est qu'ils ne sont pas considérés comme des pays occidentaux, ni sur le plan civilisationnel, ni sur le plan historique, ni sur le plan aussi de l'apport stratégique. Deuxièmement, c'est que ces pays sont aussi impactés par les règles qui ont permis à l'injustice dans le sens international leur imposer des règles, des conditions qui ont fait que ces pays restent dans des situations entre guillemets, de sous-développement ou d'incapacité à créer les conditions d'un décollage économique pérenne. Oui, parce qu'il existe des conflits entre certains pays du Sud, professeur Mohamed Absolument, absolument. C'est pour ça que je disais que c'est un groupe hétérogène, mais aussi ce n'est pas des pays qui ont les mêmes valeurs, disons, les valeurs historiques ou les valeurs culturelles et autres. Mais ce qui est important aujourd'hui, comme je dis, c'est cette conscience collective. Oui. Je parlais des années 70. Aujourd'hui, un certain nombre d'analystes reviennent à l'histoire, reviennent à l'apport de notre pays, notamment au discours du président de la République, Allah yarhamou, Boumediene, en 1974, au niveau de l'Assemblée générale, quand il parlait de ce besoin de justice internationale, de cette nouvelle ordre économique mondiale. Aujourd'hui, on est aussi dans cette volonté d'engager, non pas un débat, mais d'engager des réformes soutenues, à la fois en matière de gouvernance mondiale, donc les Nations Unies. On a vu hier le ministre des Affaires étrangères russe à Brasilia parler du besoin de réformer le Conseil de sécurité pour permettre à des pays émergents comme la Chine, comme l'Inde ou comme le Brésil, et même l'Union africaine, d'accéder à disons, un siège permanent au niveau du Conseil de sécurité. On voit aujourd'hui aussi des démarches d'un certain nombre de pays, notamment au sein des BRICS, à voir plus tard des BRICS+, pour plus de réformes de la gouvernance financière mondiale, moins de dépendance d'une monnaie nationale, donc le dollar, et plus d'engagement dans des interactions multilatérales, nouvelles, capables essentiellement avec une logique de préemption, d'éliminer les conditions de conflit entre des pays, notamment dans ces pays qui sont les nôtres. Dans cette logique du Global South, il y a eu un certain nombre déjà de réflexions, même antérieures aux années 70. Je parle toujours de cet ouvrage des années 50 de Jalaluddin Ali Ahmed, l'Occidentose. Donc c'est ce mal occidental qu'il faut non pas disons prendre en charge, mais plutôt éliminer. Donc pour qu'il y ait plus de justice, il faut qu'il y ait moins de conception hégémoniste dans ce monde. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est des mutations par rapport à cette structuration de la puissance mondiale. On est en face d'un déclin réel, engagé de cet occidocentrisme, donc la centralité de l'Occident, sur le plan des normes, des modèles, sur le plan de l'économie, de la finance et même de cette volonté d'imposer des modèles politiques. Oui. Aujourd'hui, en face d'une multitude d'approches qui sont avancées par un certain nombre de pays. On voit des pays qui parlent de ces dialogues, mais des dialogues plutôt avec une multitude d'approches multilatérales. Ce n'est pas une seule. Donc on ne parle plus de ces alliances rigides, mais on parle plutôt d'une multitude d'alliances où un pays peut être présent avec un groupe et avec un autre groupe, tout en restant essentiellement engagé par rapport aux intérêts nationaux, mais aussi par rapport à une volonté de créer ces éléments de justice et de coexistence pacifique entre les États et les nations. Alors ces mutations se reflètent également à travers ces nombreuses visites qu'on voit actuellement. Vous avez parlé de la visite du ministre russe à Brasilia. Il y a eu également la visite du président, du nouveau président brésilien, donc Lula, en Chine. La Chine qui peut, on va dire, représenter un pilote de ces... on va dire, de toutes ces transformations qui... Absolument. Oui. La Chine est une puissance qui confirme ses aspirations, ses ambitions. Oui. On a vu au mois de novembre passé, lors du 20e congrès du Parti communiste chinois, cet engagement pour que la Chine devienne, à l'horizon 2049, une hyperpuissance mondiale, sans égale. Donc il y a cette ambition. Mais aussi, par rapport à la Chine, il y a aujourd'hui plus d'engagements multilatéraux. On les voit dans plusieurs forats, mais on les voit aussi avec cette volonté de se projeter à la fois par l'influence, mais aussi par de la puissance,
qui commence à prendre forme, mais qui commence aussi à produire de l'impact. On a vu ce duo qui commence à se consolider sino-russe, mais on voit aussi cette volonté chinoise. La Russie, qui, rappelons-le, fait partie de l'hémisphère nord, mais dans cette logique, disons, géopolitique globale, on est plutôt perçu comme faisant partie de ce Global South. Idem pour la Chine. Donc, c'est pas comme je parlais de cette fin, déclin de l'occidocentrisme, donc de l'hégémonie occidentale sur le plan civilisationnel, normatif et des modèles. Aujourd'hui, par rapport à la Chine, d'ailleurs, il y a un projet aux États-Unis et au Congrès américain pour que la Chine soit déclassée ou reclassée, non pas comme étant un pays plutôt en développement, mais plutôt comme un pays qui ne doit pas bénéficier des régimes préférentiels. Donc il y a aussi un débat autour de ce statut de la Chine et de la Russie. Mais sur le plan de la conception du Global South, sur le plan géopolitique, les deux pays font aussi partie de ce groupe. C'est pour ça que les BRICS sont cette dynamique transcontinentale en deux pays qui sont déjà nucléaires, qui sont déjà membres permanents du Conseil de sécurité et qui ont des ambitions, disons, d'action dans un monde multipolaire. On voit d'autres pays comme l'Inde et le Brésil qui veulent avoir leur siège permanent dans un pays nucléaire de l'Inde, mais aussi cette volonté de créer une dynamique d'élargissement de ce groupe à d'autres acteurs de ce Global South, justement pour plus de dynamisme par rapport au groupe et plus d'impact dans les mutations internationales. Alors toutes ces transformations dont vous parlez, professeur, sont un signal fort d'une transformation ou d'un changement radical de l'ordre mondial. Absolument. D'ailleurs, je parlais des années 70, je parlais du WOMP, du World Order Model Project, donc qui a été un modèle, disons, systémique. On avait déjà cette volonté de reprendre des débats antérieurs par rapport à ce qui fait d'un ordre, un ordre juste, un ordre équilibré, ou un ordre plutôt de domination, de bipolarité à l'époque, mais aussi de non-convergence d'intérêts. Aujourd'hui, à reprendre ces analyses dans ce contexte, il faut dire qu'il y a trois grandes tendances. La première tendance, c'est justement la tendance de déconstruction du modèle hégémonique sur le plan des normes, des modèles, mais surtout sur le plan des visées et actions d'État, notamment le modèle hégémonique américain, dont a parlé un certain nombre de géopoliticiens depuis les années 90. Mais la deuxième tendance, et la tendance la plus importante, c'est la révision de ce nord-sud qui a émergé aux années 70, donc cette décontation entre le nord et le sud, pas un nord, disons, idéologique, pas un nord civilisationnel, parce qu'à l'époque, il y avait aussi un nord géographique qui était l'Europe de l'Est, mais plutôt un nord qui a cette conception normative, cette conception de modèle libéral, voire plus tard post-libéral. Donc c'est un nord donc, qu'on pourrait aujourd'hui voir sur le plan stratégique de 40 pays, on en a parlé plusieurs fois dans cette émission, c'est autour de l'OTAN et ses partenaires, donc, mais aussi d'un nord économique, notamment autour du G7. D'un autre côté, on voit ce Global South, donc c'est le Sud. On n'est plus dans cette logique de dialogue Sud-Sud, mais plutôt dans une logique de convergence, d'interdépendance entre les pays du Sud, par des dialogues, mais surtout par des interactions multilatérales type BRICS, Mercosur, ASEAN, ou dans le cadre de l'Union africaine. La troisième dynamique, c'est une dynamique qui va prendre beaucoup de temps, c'est une dynamique de reconfiguration de l'ordre mondial par des changements systémiques. Donc, c'est une refonte de tous les éléments de la gouvernance mondiale sur le plan politique diplomatique. Donc, c'est le système des Nations Unies. Sur le plan économique financier, donc c'est la Banque mondiale, le FMI, le système de la CNUSED, etc. Mais aussi c'est par rapport à ce qu'on appelle les vecteurs de la mondialisation, type OMC et autres. Donc, ces trois dynamiques convergent sur deux réalités probables. Premièrement, c'est la fin de cette hégémonie occidentale. Oui. Donc c'est la fin d'un modèle occidental qui s'est construit à partir du XVIe siècle. Et c'est l'émergence de plusieurs autres modèles. Et la deuxième chose la plus importante, c'est le retour des civilisations, mais surtout le retour des valeurs qui ne sont pas nécessairement des valeurs que des pays
pourrait imposer. Donc ce qu'on a vu pendant les années 90, les années 2000 précédemment, mais des valeurs qui doivent être négociées autour justement de ce besoin du vivre ensemble en paix, mais aussi de créer les convergences d'intérêt entre ces pays. Alors on est clairement donc dans une nouvelle perspective. Il y a donc ce groupe qui est engagé sur plusieurs fronts. Vous avez parlé du volet économique, du volet politique. Est-ce qu'on pourrait s'attendre à une forme de résistance de la part, on va dire, du bloc occidental? Les résistances existent. Ces pays qui ont déjà les leviers de la puissance. Qui refusent le changement de l'ordre mondial. Ils ont ces leviers de la puissance déjà pour engager des transformations du système des Nations Unies. Il faut qu'il y ait cet engagement de ces pays, détenteurs du droit de veto. Donc la charte leur donne ce droit. Donc ils sont en train de résister, ils vont résister. En matière justement de cette émergence de pays du sud global, on l'a vu avec la Chine, la Russie, il n'y a pas seulement des résistances, mais il y a plutôt des qualificatifs qui sont développés par rapport à la Russie comme adversaire et par rapport à la Chine comme concurrent sérieux, d'ailleurs classé par une loi américaine en tant que telle, avec plusieurs règles de droit américain, même avec des sanctions. On ne sait pas où se situe la Chine actuellement aux yeux des Occidentaux. Les Occidentaux, on voit aujourd'hui des divergences sur le plan des discours, mais vu que l'Occident aujourd'hui, notamment après 2022, est sous cette domination stratégique américaine, notamment avec les différentes décisions prises par l'OTAN en ce qui concerne cette rigueur de la ligne de conduite de ces pays. Mais on voit aussi que, Madame Rim, que ces pays n'ont pas encore ces capacités, même collectives, l'Union européenne, à se démarquer des États-Unis. C'est pour ça qu'on a vu avec Macron en Chine. Ces dernières déclarations sur la vassalité de l'Europe. Mais on a vu aussi son ministre des Affaires étrangères se démarquer du discours de Macron. Donc il y a cette ligne de conduite stratégique à tenir. Comme je disais, ces résistances existent. Il y aurait plus malheureusement de confrontations à venir, soit avec des engagements non pas classiques, mais plutôt de type hybride. On le voit par rapport même à la Chine, dans ces manœuvres répétées des États-Unis en mer de Chine. On l'a vu récemment avec les Philippines, mais par rapport aussi au développement de cadres multilatéraux, type Quad, type AUKUS, etc., justement pour endiguer l'émergence de la Chine. L'autre résistance, c'est une résistance par rapport au développement des technologies capables de générer de nouveaux éléments de puissance. C'est pour cela que les États-Unis ont déjà des listes, disons, placées sous embargo par rapport à la Chine. On voit la même chose par rapport à la Russie. C'est pour ça que les résistances vont exister. Malheureusement, on risque de voir dans nos régions des confrontations interposées, mais par procuration, dans des conflits internes. On commence à voir des dessins de compétition stratégique sur notre continent. On a vu, comme je disais, l'article 11, le point 11 plutôt de la doctrine du quatrième concept stratégique de l'OTAN, parlait justement d'une zone source de menaces liées à l'émergence de groupes armés, mais aussi de compétition stratégique. Donc il faut s'attendre à ce qu'a déjà appris il y a très longtemps un éminent géopoliticien américain, Robert Kaplan, dans un livre qui s'appelle The Coming of Anarchy, l'anarchie à venir. Et je crois que cette anarchie pourrait tirer profit à un certain nombre de pays, notamment ceux qui résistent à ces mutations. On voit cette résistance française en Afrique. Oui. On voit aussi des résistances à l'émergence de la Chine dans des zones où l'influence occidentale est apparente. Alors, dans un contexte de tiraillement, de concurrence stratégique, j'aimerais savoir où se positionne notre pays, l'Algérie, actuellement, professeur.
Il faut dire que dans cette logique des WAMP, dans cette logique du Global South, il y a un concept qui est très important, c'est le concept de l'équilibre. On en a parlé plusieurs fois dans cette émission. L'équilibre veut dire que l'intérêt doit être réaliste dans sa vision, oui, mais doit toujours être rationnel dans ses choix. On connaît les relations équilibrées qu'entretient l'Algérie avec les deux camps. C'est pour ça que c'est l'international qui devient l'unique boussole dans toutes les interactions internationales d'un État. L'Algérie, on a vu dans un certain nombre d'interventions de ce président de la République, parler de cette vision algérienne où on a d'excellentes relations à la fois avec les États-Unis, mais avec la Russie, la Chine, oui, et toutes les puissances de ce monde et du monde à venir. On a cette volonté Est-ce qu'on peut rester sur cette ligne, professeur? Dans les relations internationales, malheureusement, c'est des sables mouvants. Et c'est pour ça que, quand on parle de réalisme, il faut savoir où se positionner. Donc, il faut qu'il y ait cette logique prospective. Donc, il faut toujours avoir à la fois un système de veille, des capacités d'analyse prospective et surtout une capacité à générer des choix rationnels. Donc, les décisions doivent être toujours rationalisées, mais avec une vision prospective dépassionnée. Je parlais de dépassionnée. Ce n'est pas seulement les normes, mais surtout c'est l'international qui doit être le premier facteur déterminant de tout choix. Et c'est pour ça qu'on voit, comme je disais, ces déclarations de ce président de la République, ces choix de nouveaux partenaires stratégiques, notamment avec les BRICS, la consolidation de nos partenariats existants avec la Russie, avec la Turquie, avec la Chine, avec le Portugal, avec les États-Unis. Il y a des dialogues. On a un dialogue militaire depuis 2005. Le dialogue stratégique depuis 2012, il y a aussi cette ouverture de notre politique étrangère par rapport à d'autres zones, à d'autres cercles concentriques géopolitiques. Donc, par rapport au monde arabe, on a vu dans cette dynamique de la Ligue arabe qui va, je l'espère, être soutenue, mais aussi par rapport à l'Afrique. L'Afrique, c'est 55 pays, mais aussi un continent avec d'énormes potentiels, non pas seulement en matière de ressources, mais aussi en matière de marché. C'est 1,3 milliard de personnes aujourd'hui, 2,5 milliards de personnes en 2050, avec des économies émergentes. Aujourd'hui, avec les BRICS, c'est la consolidation d'un choix stratégique stable, c'est ce partenariat stratégique avec l'Afrique du Sud, qui doit être aussi soutenu, mais qui doit être consolidé par le Nigeria et peut-être même avec l'Éthiopie, parce que c'est ce qu'on appelle le G4 d'Afrique. Oui. Dans notre vision, aussi, cet équilibre, c'est entretenir d'excellentes relations, un accord d'association avec l'Union européenne, des dialogues en matière avec l'OTAN, on est membre observateur avec l'OSCE, on est membre dans d'autres schémas d'interaction. Aujourd'hui, c'est peut-être utile aussi d'engager notre pays dans une nouvelle construction d'un Maghreb arabe autour d'accords existants. L'accord de fraternité et de coopération de 1983 avec la Tunisie, de 1984 avec la Mauritanie, arriver à créer cet axe Nouakchott, Alger, Tunis, justement pour créer une nouvelle dynamique d'intégration par l'économie, une nouvelle dynamique d'intégration par une nouvelle vision de convergence d'intérêts pour mieux négocier justement les intérêts collectifs de ces pays avec les puissances actuelles ou celles qui pourraient émerger à l'avenir. Eh bien, merci professeur Mohamed Berkouk, pour cette analyse. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir prêté attention. Passez une très bonne soirée sur Al 24 News.